Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette 7e partie, mais pas dernière partie de la FAQ. Pour la première fois, on va aller vers une 8e partie qui sera beaucoup plus longue que 50 minutes. Comme ça, j'aurai vraiment terminé toutes les questions. Mais la 8e partie durera un petit peu plus longtemps parce que vous m'avez encore posé des questions. Je vous en remercie. Je suis en train de monter tout ça. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même revenir rapidement sur quelques nominations et récompenses aux Oscars. Bon, les Césars, étant donné que je n'ai pas vu beaucoup de films français de l'année, ce serait un peu mal placé de ma part de faire des commentaires. Mais par contre, pour les Oscars, j'ai vu pas mal de films, tout ce qui est court-métrage, tout ce qui est documentaire, film étranger. Par exemple, Le Fils de Saul, je n'ai pas vu, ça m'intéresserait particulièrement, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le meilleur film d'animation, alors j'en ai vu que 2 sur la liste, Vice Versa et Shaun le Mouton, mais pour moi il est bien clair que Shaun le Mouton est bien supérieur à Vice Versa. Ne serait-ce que film d'animation, on coupe le son, Vice Versa, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Alors que Shaun le Mouton, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En plus d'être une façon de faire de l'animation dans Shaun le Mouton, qui est beaucoup plus impressionnante à voir et beaucoup plus compliquée dans l'art d'animer que des modèles 3D, qui ne cesseront de s'augmenter parce que nos machines sont plus puissantes. Il y a eu très très peu de films étrangers qui en ont reçu. Je crois qu'il y en avait un autre, il y en a un ou deux qui l'ont reçu, mais c'est vraiment rarissime. Donc en même temps, le choix est normal, même si ce n'est pas ma préférence. Bien sûr, Vice Versa a été un grand succès et beaucoup de critiques ont aimé ce film. Ensuite, meilleure musique de film, Les 8 Salopards. Bon, Les 8 Salopards, on devrait barrer Les 8 Salopards et marquer The Thing, parce que franchement, il y a énormément de reprises de thèmes de The Thing qui sont présents dans le film de Carpenter. Meilleure chanson originale, je reviens rapidement dessus parce que personne ne croyait en Sam Smith. C'est fou! Moi je trouvais que la musique avait une élégance, un truc de malade, je trouvais que c'était une très bonne chanson de James Bond. Ensuite, alors les meilleurs effets visuels, entre Mad Max et The Revenant, ça se jouait là, et c'est Ex Machina qui l'a reçu. Je ne me suis pas tant documenté que ça sur la façon dont ont été conçus les effets spéciaux. Peut-être que c'est vraiment des effets spéciaux qui ont de la gueule, mais en attendant, des fois ça se voit et c'est un peu gênant. Alors que je trouve que pour The Revenant, c'est plutôt transparent. Même si on sait que l'ours qui agresse DiCaprio n'est pas un vrai ours. C'est peut-être aussi pour récompenser des jeunes talents, je ne sais pas. Ça reste à voir, parce que faut bien dire ce qui est. Mad Max, ça reste du compositing. Même si c'est du compositing qui est assez poussé, ça reste des choses qu'Hollywood fait depuis très très longtemps. Le montage était du côté de Mad Max, quoique j'avais vu The Big Short tout récemment, et je trouvais que le montage de The Big Short était d'un sacré calibre. Et il l'avait reçu, de même que meilleur montage son et meilleur mixage son. Production design, bien sûr, ça c'était assez évident. Pour le mixage son, j'aurais peut-être préféré Star Wars. Concernant le scénario, The Big Short, je n'ai pas lu, bien sûr, tous ses livres, tous ses romans, mais The Big Short, je trouvais que c'était un très bon film et je suis sûr qu'il a été très bien adapté pour le cinéma. Et concernant meilleur scénario original, bon, moi j'aurais peut-être pensé Le Pont des Espions, mais Spotlight est une bonne adaptation de fait. Concernant le meilleur acteur dans un second rôle, j'ai du mal à voir le choix concernant l'acteur du Pont des Espions, Mark Rylance, mais ce qui me gêne en fait, c'est qu'il apparaît vraiment pas très longtemps. Il est très calme, très silencieux, et je pense que c'est peut-être ça qui les a séduits, mais quand on voit les autres propositions à côté, il y a surtout plus de démonstration, donc c'est ça qui me... Et bien sûr plus de présence à l'écran. Christian Bale ou Tom Hardy apparaissent bien plus à l'écran que Mark Rylance, donc moi je ne sais pas trop leur choix, mais c'est intéressant de tout d'un coup surprendre tout le monde, et je crois que ça a bien plu à Spielberg par exemple, qui est un peu reparti bredouille, faut bien dire. Ensuite, tout ce qui est meilleure actrice, Brie Larson, je n'ai pas vu Room, puisqu'il n'est pas encore sorti en France, il me semble. Meilleur acteur, DiCaprio, ça me semblait évident. Bryan Cranston, Fassbender ou Eddie Redmayne, je pense pas qu'ils avaient vraiment des grandes chances. Donc moi, ça me semblait évident que ça allait être DiCaprio. Il en aura enfin un et on pourra passer à autre chose. On pourra passer au suivant. Je pense que Johnny Depp, il va s'y mettre aussi à des rôles un petit peu costauds. D'ailleurs, j'étais très surpris qu'il ne soit pas nommé dans le meilleur acteur pour Black Mass.
il aurait pu largement, mais largement remplacer Matt Damon, hein, parce que alors là, Matt Damon, je sais pas ce qu'il fout là. Je comprends pas en fait ce que fait Seul sur Mars. C'est un bon film, mais je comprends pas ce qu'il fait aux Oscars, ce film. Ensuite, meilleur réalisateur. Ça jouait, selon certains, entre Miller et Inarritu. Les deux choix étaient valables. Ils ont choisi Inarritu, je comprends tout à fait. Et concernant le meilleur film, ça a un petit peu surpris tout le monde. Enfin, pas tous. Il y en a qui avaient vu le film et qui étaient convaincus qu'il allait gagner. Mais je pense que c'est aussi, comme je vous disais pour le film d'animation, c'est une cérémonie américaine. Et je pense que des choses sur les prêtres qui agressent sexuellement les petits-enfants à Boston, ça touche plus que les Français. Donc nous, on l'avait moins dans notre ligne de mire, ce film-là. Alors que, bon, Mad Max, The Revenant, la situation est un peu plus abstraite, donc ça peut peut-être un peu plus nous toucher. Et bien sûr, les deux films sont beaucoup plus démonstratifs, faut dire ce qui est, c'est beaucoup plus démonstratif que Spotlight qui est plutôt transparent et sobre. Mais par contre, j'avais vu Spotlight en fait le jour où il y avait les Oscars, je l'avais vu et je trouvais qu'il était très bien narré, parce que c'est pas évident de narrer une enquête journalistique, et je trouve que l'équipe a très bien réussi. Il y a un casting vraiment très fort. Stanley Tucci, moi j'aime beaucoup cet acteur, il est brillant, voilà. C'est un bon choix. C'était peut-être pas le choix du public, récompenser le meilleur film, c'est-à-dire celui qui a le plus plu au public. Excusez-moi, quand vous voyez les films des années précédentes, ce ne sont pas forcément des films qui ont marqué le public français, ce ne sont pas forcément des films qui resteront dans l'histoire du cinéma. Ce sont des films aux thématiques politiques, ce sont des films d'époque qui racontent une histoire d'époque justement, comme The Artist, comme Discours d'un roi, ou un contenu plus politique comme Argo ou Des mineurs. Les années 2010 se sont politisées, je dirais presque. Il y a un choix qui a été opéré par l'Académie. C'est intéressant de voir en fait son évolution. Après, dire si c'est bien ou pas bien, ça, à la limite, on s'en fout. J'ai terminé avec cette rapide revue des Oscars. La cérémonie en elle-même allait très très vite, c'était très bien. Maintenant, on va passer à quelques questions. À commencer par les questions de Yamchat. Par quel moyen te tiens-tu au courant de l'actualité du cinéma ? Généralement, tu sais, j'ai le Facebook, et sur le Facebook, j'ai plein de sites qui me mettent en fait à jour très rapidement, sites anglais, sites français. Les sites principaux, même si je sais qu'Allociné est toujours très en retard, mais IMDb, Écran large est assez réactif. J'aime particulièrement les news d'Écran large parce qu'elles sont assez réactives. Ou sinon, il y a différents autres flux positifs, Première est aussi pas mal. Après ça a été fait au fur et à mesure des sites qui peuvent t'intéresser, tu t'abonnes au flux Facebook et après tu as toute une liste de choses qui te font facilement découvrir l'actualité, même en fonction de l'actualité, des trucs de manga ou des choses plus sur le cinéma gréco-germano polonais. Donc voilà, ça s'arrête là en fait. Ensuite, vaut-il mieux avoir un petit rôle dans un grand film ou un grand rôle dans un petit film ? Je dirais un petit rôle dans un grand film. Voilà, enfin moi ce serait plus par rapport à ce que je pense, comment je suis moi aussi. Mais tu sais, je suis monteur, je ne suis pas acteur ni réalisateur, donc pour moi c'est toujours un peu compliqué ce genre de questions. Ouais, je dirais ça parce que le petit film ne sera peut-être pas beaucoup vu, alors que le grand film sera vu. Même si tu as un petit rôle dedans, tu es dedans. Et ce sera toujours plus intéressant de mettre ça en CV. Après ça, c'est ma façon de penser. C'est totalement contestable. Et les deux choix ne sont pas mauvais. Je te remercie pour ta question, Yamchat. Ensuite, question de The Mister avec un Z. Penses-tu que le cinéma contemporain a renoué avec le passé en cherchant à faire comme le cinéma d'autrefois, perdre en authenticité ? Encore une fois, là tu parles cinéma général, alors que ça ne s'applique qu'à certains cinémas, il faut pas oublier ça. Donc non, le cinéma général ne se pose absolument pas ces questions-là, c'est juste le cinéma le plus vu qui se la pose, et encore c'est contestable. J'ai déjà répondu sur ces questions sur le cinéma américain, là je sature un petit peu je dois dire, donc je t'invite à regarder les questions
et réponses précédentes pour avoir mon avis sur tout ce qui est de l'ordre aussi des remakes, des reboots, de la nostalgie. Ce n'est pas un problème. Après, si vous les enchaînez au cinéma, c'est votre problème de spectateur. Moi, je ne les enchaîne pas tous les jours, ces films-là, ces films qui posent ces problèmes-là. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Il faut pas oublier que vous avez le choix quand vous allez au cinéma. Si vous vous fournez parce que vous êtes habitué à une promotion envahissante de films et qu'après vous êtes sur vos grands chevaux, oui, c'est sûr, là vous pouvez être énervé, mais moi j'ai discuté avec des gens qui ne suivent absolument pas les campagnes promotionnelles, qui vont voir 3-4 blockbusters dans l'année. Eux, ça leur pose aucun problème. Donc il faut pas que vous soyez si inquiet, parce que si tu me poses cette question, c'est que bon, il y a quelque chose qui te dérange. Mais il faut pas être aussi inquiet que ça, hein. Hollywood, si elle se casse la gueule, elle trouvera une autre façon de faire de l'argent en faisant des films d'une autre façon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis bon, encore une fois, c'est un système qui nous dépasse. Et je crois qu'on a du mal à voir l'ensemble du tableau. Comment viennent les projets des films. Souvent des projets qui sont dans des cartons depuis très longtemps, et d'autres fois des tentatives pour essayer de renouer avec un public le plus large possible. Donc bon, je ne prétends absolument pas détenir des réponses intéressantes, donc je crois que j'en ai déjà suffisamment parlé, et peut-être que l'année suivante j'aurai déjà de nouvelles informations et une nouvelle façon de penser. Mais là, non, là je peux pas répondre à cette question, sachant déjà que j'y ai déjà répondu, mais non, genre, The Mister, t'es bien gentil avec la question, mais je ne répondrai pas à ça. Ensuite, des questions de Pierre Miguel. Quelle est selon toi la conception de fan d'un univers fictif ? J'ai du mal avec ces notions de fan, de geek, de cinéphile. Moi, je mets ça dans le même panier. Le fan d'un univers fictif. Alors, moi, je pourrais presque faire la distinction entre le fan tout à fait raisonnable et le fan. Et le fan, hein, le fanatique, le mec qui sait tout sur tout, qui a tout vu, qui connaît tout, qui se remémore constamment, qui revoit toujours les mêmes choses. C'est ça être fanatique aussi un petit peu. Hein. Presque voir un rapport avec son univers fictif à chaque coin de rue. Il peut pas se passer une journée sans qu'il y ait un rapport qu'il peut faire entre son univers fictif et la vie réelle. Moi je vois ça comme ça. Hein. Je sais pas en fait, qu'est-ce que tu souhaitais que je dise à travers cette question-là ? Penses-tu que la performance capture en Europe pourrait un jour s'améliorer au fur et à mesure de... Oui, mais ça c'est évident, la performance capture s'améliore. Bon, le problème pour l'instant, c'est que la performance capture qu'on a en 2015 ressemble à celle qu'on a aux États-Unis en 2005. Donc bon, voilà. Mais il y a une évolution, on commence à en avoir, et ça c'est très bien. Après, ce sont des films qui peuvent coûter très cher, parce que la technologie, c'est pas un truc si évident que ça, hein. Et c'est très contraignant. Je pense que... Généralement, les cinémas européens n'ont pas vocation à raconter des histoires qui permettent l'utilisation de la performance capture. C'est une technologie qui a du mal à exister pour les récits qu'on fait généralement en Europe. À part des grands machins du style peut-être Valérian. C'est-à-dire moi-même. Non, je veux dire le prochain film de Luc Besson, il y aura peut-être de la performance capture. Ah, ça on verra, justement. Ensuite, que penses-tu du cinéma de Jean-Luc Godard et de Haneke ? Qu'est-ce qu'il représente pour toi en termes de cinéma d'auteur ? Je dirais que Godard représente le cinéma d'auteur qui n'est absolument pas de ma génération et que je trouve chiant. Je trouve ça chiant parce que je comprends pas. Parce que ce n'est absolument pas de ma génération. C'est la génération de quoi ? De mes grands-parents ? Presque. On va dire de mes parents. Allez, on va être sympa. De mes parents. Alors moi je vois ça, ok. Des trucs qui sont complètement obsolètes. Il y avait un film, alors je crois que ça s'appelle Masculin-Féminin, il était interdit au moins de 16 ans quand il est sorti en salle. J'ai vu le film, il n'y a rien de scandaleux, c'est des gens qui parlent. Je comprends pas pourquoi c'est interdit au moins de 16 ans. Voilà, des trucs comme ça. Je comprends pas le sens parce que je n'ai pas les références et il n'y a pas de mal à ça. Haneke, j'ai déjà plus de portes d'entrée. C'est un cinéma qui me plaît un peu plus. C'est un cinéma d'une grande violence. Et une violence dont tu ne peux pas t'extirper comme ça dans le film. Hein.
On te force la violence. C'est ça qui le rend extrêmement efficace. Le rapport est fascinant. Le rapport de violence. Moi, c'est une violence de la gêne aussi. Je trouve dans La Pianiste, il y a beaucoup de moments où c'est très très gênant ce qui se passe. Caché, je l'avais vu au cinéma. C'était très très choquant parce qu'il y a ce petit bourgeois qui est tout coincé et qui ne sait pas comment agir par rapport à cette caméra et à certaines choses. Et on te rend compte avec de la plan séquence. Tout ça, c'est supra travaillé, les films d'Haneke, et ça le rend très efficace. On avait un professeur à l'université, le mec, il avait le numéro personnel de Haneke. C'était son pote, c'était dingue. Et le mec, il a fait venir Haneke à Strasbourg pour une grande conférence où il y avait plein d'universitaires du monde entier, parce que c'était Haneke qui faisait vraiment la conférence, donc c'était un énorme truc. Je crois que sur une semaine, il y avait des projections et tout ça. Enfin, vraiment, événement Haneke, quoi. Et voilà, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites, c'était très très intéressant. Et on rend compte vraiment que c'est quelqu'un qui a l'esprit très très concerné par ce qu'il fait. C'était pas au hasard, la violence, il sait précisément pourquoi il l'a fait, à quel moment et comment il l'a fait, et à chaque fois c'est efficace. Donc moi, tu vois, je vois même pas pourquoi tu fais le rapport Haneke, Jean-Luc Godard. Ça aurait pu être Jean-Luc Godard, n'importe quoi d'autre, mais t'as fait le rapport entre Jean-Luc Godard et Haneke. Si je devais faire un rapport entre les deux, quand je me mets devant un film de Jean-Luc Godard, je me sens en otage parce que je dois voir le film et je n'aime pas ça et je trouve ça chiant. Et quand je vois un film d'Haneke, je me sens pris en otage. C'est très dur à regarder, mais j'aime ça parce que je ressens le travail, que les références sont peut-être plus comestibles pour moi et que le propos, j'arrive mieux à le saisir que Godard qui est des fois très abstrait. Après, ça peut donner des séquences formidables. Je me rappelle de Pierrot le Fou. Il y a une séquence, je crois que c'est un truc avec du son de guerre du Vietnam. Je ne peux pas vraiment l'expliquer pourquoi, mais j'ai aimé ce rapport-là. Parce que je le comprenais, pour le coup. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Et quand on comprend pas, on reste hermétique. Parce qu'on est ignorant. On ignore ce que veut dire le réel. Et ignorer, ça fait peur et on comprend pas et on reste bloqué. Voilà. Donc moi, je suis resté bloqué sur beaucoup de films de Godard. J'ai pas tout vu, loin de là. Je pense que j'ai vu les films les plus ouverts de Godard. Je ne vais pas forcément me presser pour aller les regarder. Et Haneke, j'ai vu pas mal de films. Pas tous, mais j'en ai vu beaucoup. Si vous voulez une petite analyse de séquence sur Haneke, je vous invite à regarder ce qu'a fait Dod Prod, donc D-O-D Prod, sur sa chaîne YouTube. Ils ont fait une analyse de, je crois que c'est La Pianiste de Haneke. Elle revient en détail sur le traitement du décor, sur le mouvement de caméra que fait Haneke dans la séquence. Ça vous mettra un peu en perspective le génie d'Haneke quant à la retranscription d'une violence. Voilà. Je te remercie Pierre-Miguel pour tes petites questions et je te souhaite une très bonne journée. Ensuite, une question de Lolo15. Comment envisages-tu le montage ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu montes une vidéo ? La structure. Je regarde même pas tes propositions, c'est la structure. Pour moi, une bonne structure, ça permet de bien se poser, de savoir la durée de ce qu'on va faire à peu près. C'est toujours environ, mais la durée de ton projet permet de faire une structure efficace. Une fois, on a fait une structure qui était linéaire. Elle était beaucoup plus longue. Mais après, quand on s'est dit il faudrait que ce soit plus court, donc on a fixé une durée sur la vidéo, et bien tout d'un coup, on s'est mis à déstructurer tout ce que j'avais fait, et c'était 10 000 fois mieux. Donc voilà, moi je fonctionne sur la structure, sur la durée, et après, dans le montage même, il faut que ça soit fluide. Moi je suis pour quelque chose de classique, c'est-à-dire un montage qui ne doit pas brusquer, ou alors c'est fait exprès. Mais dans ce cas-là, ça se prévoit plutôt au tournage que si c'est fait exprès. Je suis pour un montage invisible, un montage qui doit être logique. Donc quelqu'un regardant et après l'objet du regard, comme je le dis en analyse. Donc moi je suis partisan de ça. J'ai du mal en fait moi-même à faire des clips. Donc ça se ressent aussi dans mes intérêts de montage. J'ai du mal avec ça. Donc je suis mal barré pour trouver du boulot en ce moment. Mais c'est un peu ça. Moi je suis plus montage cinéma. Tout ce qui est web-série avec des trucs complètement aberrants des fois. Et un rythme trop rapide. J'ai beaucoup de mal. Alors bien sûr ça s'apprend. Plus on fait des choses. Mais c'est très indigeste. Voilà. Mais c'est comme ça.
Ensuite, penses-tu que le rythme de nos jours est mis trop en avant contre une plus grande immersion dans le film ? Non. Le montage peut être très serré et être ultra immersif. Regarde le cinéma de Paul Greengrass avec Captain Phillips, Les Jason Bourne, Green Zone, Vol 93, Bloody Sunday. Ce sont des films qui sont très très montés en caméra portée. Et c'est peut-être les films les plus immersifs que j'ai vus. Donc non, ça c'est du bidon. Il faut juste bien comprendre bien sa structure. Et après, mais on est en plein dedans. Je veux dire, et pour le cinéma d'action, je te renvoie aussi à la séquence de la course dans le tunnel dans The Dark Knight, qui est une séquence ultra immersive parce qu'elle fait appel aussi beaucoup au son pour lier un visuel qui est complètement désordonné. La structure et le montage de cette séquence-là dans The Dark Knight est complètement faux, c'est chaotique et ça a plein de problèmes. Mais par un montage serré, toutes les fautes sont gommées parce qu'on est dans un flux très important d'images et le son est extrêmement travaillé pour nous donner tout l'impact et nous faire ressortir toute l'ambiance des bruits des camions qui viennent s'entrechoquer, des bruits d'impact et tout ça est travaillé par les monteurs son et monteurs images. Donc le montage peut être extrêmement rapide, serré, c'est-à-dire que les plans durent pas très longtemps. Et ça peut être super immersif. Donc là, ça dépend des réalisateurs. Là, c'est des réalisateurs qui sont plutôt habiles, qui le font. Et il y a aussi des films qui fonctionnent sur un montage très rythmé, très serré, et qui ne marchent pas. Je vous renvoie à la série des Taken. Moi, j'aime bien Taken, mais il faut bien avouer que des fois, c'est indigeste. Donc, moi, j'avais dit que Taken 3 c'était vraiment mal monté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des problèmes à certains moments, mais c'est vraiment un style de montage. Qu'est-ce qu'un bon montage? Pour terminer avec ta question, il n'y a pas de bon montage, il y a plusieurs types de montage, il y a des fois le non-montage. Le bon montage, c'est d'abord une bonne organisation et savoir ce qu'on doit filmer pour après le monter. Je suis plus un partisan de quelqu'un qui a un storyboard et qui le suit à la lettre et après on sait quoi monter, que d'avoir 120 heures de rush pour une seule scène, si tu vois ce que je veux dire. Moi je suis plutôt partisan d'avoir le réal, il sait ce qu'il a à faire et avec le monteur on monte ce qu'il a à faire tout simplement. Plutôt que, alors je t'ai fait un plan général et un chant et contre-chant et maintenant on va trouver la teinte du film. C'est bien joli, c'est intéressant, ça fait travailler le monteur aussi, ça fait des remises en question. Mais en attendant, le réal il sait même pas ce qu'il veut. Donc à un moment il faut aussi que ça soit le film du réalisateur et pas le film du monteur ou le film du producteur. Il faut que le réalisateur fasse des choix. Et en faisant un tournage trop classique, trop plan-plan comme on dit, eh bien ça laisse après trop de choix et on peut s'y perdre et fournir un travail qui est plat, fade. Donc moi je suis plus à la Hitchcock, storyboard, et après tu montes le storyboard comme tu l'avais prévu avec les coupes aux endroits que tu voulais. Moi je suis plutôt pour ce genre de montage. Après bon montage, mauvais montage, non il n'y a pas qu'un seul bon montage, il n'y a pas qu'une seule façon de procéder au montage. Ensuite des questions de Damien 666. Ouh, je sens les questions sataniques. D'ailleurs, les questions sataniques, elles commencent tout de suite. Est-ce une faiblesse qu'un critique comme Durandal ait un avis tranché sur ses films réalisateurs tout en expliquant le pourquoi du comment, admettant aussi une certaine subjectivité dans ses avis? Non, mais c'est tout à fait normal. Je pense que c'est une attitude tout à fait normale. On a envie d'expliquer son point de vue avec des informations, ce qu'on peut trouver pour aiguiller notre point de vue. Et en même temps, on a envie d'entendre l'autre en face. Voir ce qu'il peut dire par rapport à ce point de vue. Je ne vois pas en quoi c'est une faiblesse en fait. Le fait que vous l'ayez dans une vidéo vous donne peut-être la sensation d'absolu, alors qu'il pourrait tenir exactement le même discours devant vous dans un dialogue. Le retour n'est que dans un sens en fait. Et c'est aussi normal que le pourquoi du comment sur son propos soit aussi lié à sa subjectivité, à comment il ressent les choses. Je vois pas où est le problème en fait. Nommer un certain nombre d'arguments pour dire pourquoi il aime ce film ou pourquoi telle ou telle chose ce n'est pas bien. Voilà, dans une conversation tout à fait normale, et ben là il le fait lors d'une vidéo. C'est exactement la même chose. Je vois pas où est le problème. Ensuite, penses-tu que c'est illusoire, voire malhonnête, de prendre son public par ce biais-là, ou respectueux, car donnant ses propres codes de cinéma? Ah oui, alors déjà les codes de cinéma, ses propres codes, il y a des codes, point barre.
On les accepte ou non, mais il y a des codes de base du cinéma. Il y a des choses qui sont immuables, on va dire. Je pense pas que ce soit malhonnête, faut juste être rigoureux dans les formulations. Le propos de ces vidéos est tourné vers un avis précis, qui dit que c'est bien ou pas bien. Mais il ne se penche pas sur tout ce qui déglingue potentiellement sa réflexion. C'est peut-être là où il y a un manque de prise de recul, mais parce que la démonstration veut aller dans un certain sens, et donc ne va pas utiliser des éléments qui ne vont pas aller dans ce sens, justement. Pourrait-on penser que tout cela n'est que de l'esbrouf, afin de se faire une notoriété, un bon compte sur le dos d'un public impressionnable, voire malléable, de par le curriculum vitae affiché par celui-ci, ou par même généralement la sphère de critique cinéma amateur sur les plateformes de partage sur YouTube. Moi je le fais aussi, hein, mais j'ai absolument pas de problème à en discuter avec vous, hein. Justement, c'est l'occasion de ces facs aussi pour en parler un petit peu. C'est normal d'utiliser sa culture. Il y a une façon de communiquer qui est différente. Encore une fois, je l'avais déjà dit pour une question, être un passionné de cinéma, c'est savoir aussi en parler. Il y a un effort pédagogique quand on a des connaissances. Le public n'est pas spécialisé. Ce n'est pas un secret d'État. Et on joue sur ça pour faire apprendre des choses aux gens. Après, bien sûr, dans ces gens, plus le public est large, et plus il y a de spécialistes. Dans les parties précédentes, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur le cinéma italien. Je pense que ce sont des gens, par exemple, qui sont beaucoup plus calés que moi sur le cinéma italien, ou en tout cas sur certaines parties du cinéma italien. Donc moi, si je commençais à faire le cacou, alors je vais vous parler d'un film italien, de machin, et les mecs ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce con, il dit des conneries. Voilà. Parce que ces gens-là n'étaient pas impressionnables, pas malléables sur ce sujet-là. On peut impressionner et manipuler, du coup, c'est ça aussi le problème, manipuler le public. Par des phrases sophistiquées, par un propos, par quelque chose qui est argumenté, soi-disant, mais généralement c'est argumenté. Après, les arguments sont plus ou moins forts, ont plus ou moins de poids, en fonction de la personne en face. Si la personne en face a beaucoup de culture du cinéma et même beaucoup de culture d'art général, il peut défoncer n'importe quel argument. Et ça, c'est la plaie. Alors, le public qui ne peut pas être impressionné, il doit aussi se poser la question, est-ce que je lui rentre dedans parce que c'est de la merde, ou est-ce que je lui pose des questions pour comprendre en fait comment il fonctionne. Quand on balance un truc énorme au public, avec de l'argumentation et tout ça, il faut voir comment le public va réagir, et justement c'est là où il y a le dialogue, c'est là où Internet devrait être beaucoup plus mis en avant, c'est dans le dialogue, le partage et le retour de quoi que ce soit, parce que c'est ce qui diffère entre Internet et la télé. L'aspect central d'Internet, c'est le dialogue et le partage, par rapport à la télé où on a un programme et on le gobe, donc ça ne va que dans un sens. Et bien Internet, ça peut aller dans tous les sens, et c'est ça en fait ce qui est important. Donc malhonnête, non, c'est le public qui suit ou non. Le public se rendra compte, est-ce que c'est malhonnête ou illusoire. Le public va être désillusionné par certaines personnes qu'elle adulait au départ, parce que ça, on l'acquiert avec l'expérience. Donc c'est normal qu'il y a ce va-et-vient, c'est normal qu'il y ait des gens influençables, parce que ce sont des gens qui sont jeunes. Mais quand on commence à s'afficher sur une longue durée, sur des années, moi ça fait depuis 2011 que je fais ce truc, bien on a aussi des gens qui nous suivent depuis très très longtemps, qui ont grandi, et du coup eux on ne la fait plus. Donc si la personne n'a pas évolué depuis ce temps-là, il y a des gens qui se retrouvent désillusionnés 2-3 ans plus tard. Mais en fait ce qu'il dit c'est un peu pourri. Voilà. Et après, t'es comme un con. Donc non, ça c'est pas... La malhonnêteté, ce n'est pas malhonnête, c'est tout simplement, il y a des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études dans un domaine précis et qui donnent des informations, une façon de penser, une méthode, une façon de voir les choses au public qui est moins réceptif, qui est ignorant. Parce qu'il faut pas croire qu'on est tous égaux. Non mais, excusez-moi de vous donner des évidences. Moi, je suis incapable de parler de biologie ou de physique comme ça avec quelqu'un. Donc, il y a des spécialistes qui vont me dire, oui, l'optique, elle fonctionne comme ça et tout ça. Il y a des réflexions de lumière. Enfin, un bazar que je ne comprends pas tellement. Il faudrait bien m'expliquer. Mais je suis sûr que si la personne est pédagogique, elle pourra bien m'expliquer. Je comprendrai. Mais donc, voilà, il y a des spécialistes dans des domaines aussi divers que variés. Que ce soit l'économie, que ce soit la santé, que ce soit la cuisine, que ce soit l'art également. Et il y a des ignorants de ces domaines-ci.
Et le cinéma, c'est exactement la même chose. Faut pas croire qu'on est tous égaux, hein. Justement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui théorisent. On peut se faire sa propre histoire du cinéma, hein. Alors, le néoréalisme italien, ça commence de Cabiria et ça se termine avec Cannibal Holocaust. Ouais, le truc qui n'a aucun sens, quoi. Non, il y a des spécialistes pour absolument tout. Des gens qui ont leur vie est tournée vers un domaine précis. Et je crois qu'il faut absolument comprendre ça. Ce sont des gens qui ont plus de savoir que nous dans un domaine particulier. Et nous sommes des ignorants par rapport à ce domaine. On a moins de connaissances. J'en reviens, avant de continuer avec ton autre question, à parler aussi des critiques qui sont, vous savez, critiques du cinéma, critiques du cercle, par exemple. Bon, le cercle c'est un peu particulier parce qu'ils ont 5 minutes pour parler d'un film, donc ils doivent y aller à la catchphrase et sans développer. Donc des fois ça donne des phrases un peu étranges, mais les gens qui sont dans ces milieux-là, ce sont des gens aussi qui regardent beaucoup plus de films que nous. Et surtout des films qui ne sont pas du tout des films médiatisés. Donc ils ont aussi un spectre du cinéma beaucoup plus tourné vers le petit cinéma, le cinéma européen. Ce sont des gens qui sont aussi plus âgés, donc l'ère du blockbuster n'est qu'une petite partie de ce qu'ils ont pu voir, alors que nous, on est en plein dedans. Et on a beaucoup de médiatisation autour de films américains, alors que, pas forcément. Ça joue aussi sur sa façon de recevoir les nouvelles images. Il y a aussi une façon quand ils s'adressent, quand ils disent des phrases complètement tarabiscotées par rapport à certains films. Nous, on trouve ça complètement nul, le film, et eux, ils trouvent ça formidable, mais c'est parce qu'ils ont d'autres références, ils ont un autre spectre, ils sont issus aussi d'une autre génération, ça joue beaucoup. Pour nous, il y a des films qui sont complètement cultes aujourd'hui. Pour eux, c'est des films complètement ancrés dans des tendances actuelles, sans passion, sans rien, alors que ils kiffent des vieux films, des films qui ne sont absolument pas de notre génération. Il faut avoir un recul, c'est très compliqué, parce qu'aussi on est dans un flux de films, il y en a chaque semaine, c'est énorme. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je ne serai pas aussi extrémiste que toi sur la question... mais voilà, je me disais que j'allais pas faire long, mais en fait si je fais long... Mais de toute façon, vous savez, dès que vous me parlez de critique YouTube ou de critique en général, moi c'est un truc qui me passionne et j'arrête pas d'en parler. Donc je devrais me calmer. Je passe à la question suivante. Apprécies-tu la forme consensuelle, pédagogique, point d'interrogation, d'un fossoyeur de film ou bien la vie plus partiale d'un gars comme Durandal? Je préfère le Fossoyeur parce que lui, il est plus peinard quand il fait une critique. Il a plus conscience des termes qu'il emploie. Et surtout, le Fossoyeur n'attaque les films, en tout cas dans ses après-séances, qu'avec un angle particulier. Il ne fait des après-séances, comme il l'avait dit dans son bilan, que s'il a un axe particulier qu'il n'avait pas vu forcément ailleurs. Ça se tient, et pour cela, je préfère presque le Fossoyeur. Mais bon, me concernant, que ce soit le Fossoyeur ou Durandal, leurs vidéos, c'est en fond sonore que je les écoute. C'est certainement pas en vidéo. Je vois pas pourquoi je devrais regarder les gens en train de parler de films. J'ai qu'à les écouter, ça me suffit amplement. Ensuite, le plus grand succès de l'un par rapport à l'autre doit certainement jouer concernant ce public visé. Je ne sais pas en fait si le public est si différent entre Durandal et le Fossoyeur. Après, la fréquence du contenu, que ce soit super bien monté ou que ce soit en un seul plan, moi je m'en tape. C'est le propos, c'est l'audio, ce sont les mots qui comptent. Que le mec il fasse des blagues, mais on s'en fout. Je ne vois pas l'intérêt de se mettre en scène avec un truc pas possible juste pour un avis. C'est inutile. Pour moi, c'est complètement inutile. Ils font ce qu'ils veulent sur leur chaîne. Moi, je trouve ça scandaleux qu'ils ne publient pas plus de choses, sachant que ils en vivent. C'est-à-dire qu'ils sont censés faire ça toute la journée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre métier s'ils disent qu'ils en vivent. Donc voilà, ça s'arrête là. Ensuite, quels sont à tes yeux les points forts et faiblesses de la chaîne Le Cinéma de Durandal ? Ou bien les concepts d'émissions et tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi je suis pas là pour faire une critique du cinéma de Durandal. Pour moi, le visuel ne sert à rien.
Bon, le mec manque un peu de charisme, mais bon, ça c'est une autre affaire. Se filmer en 4K, ça sert à rien, mis à part pour les effets spéciaux, mais justement, encore une fois, les effets spéciaux ne servent à rien, ils ne servent qu'à diluer le propos. On pense aussi, bien sûr, que le public n'est pas apte à tenir devant une vidéo de plus de 30 minutes, alors que c'est faux, il suffit juste de les habituer. Bien sûr, on rencontre moins de succès si on n'apparaît pas, la preuve en est moi. mais en attendant, tu te concentres sur un propos, c'est-à-dire tu divertis moins. Tu donnes moins d'illusions à l'autre en face. Donc l'autre, mis à part ton propos, il a rien d'autre à se mettre sur la dent. Et donc tu le forces à se concentrer sur tes propos. Bon, pour moi c'est évident. À moins de chercher plus de vues, de visibilité, je vois pas à quoi ça sert d'être représenté en vrai. Pour un côté spectacle. Ouais, certainement. Après, bon, les choix de films, bon, ça aussi c'est subjectif, hein, c'est contestable. Mais bon, moi je trouve que ces choix de films sont pas excellents. Encore une fois, c'est un peu mainstream tout ce bazar. Alors le mec, il nous sort depuis le début de sa création de sa chaîne. Ah oui, Metropolis. Mais au lieu de ça, il nous fout des rétrospectives sur Transformers et Luc Besson. Alors, à la limite, Luc Besson, pourquoi pas. Mais bon, Transformers, genre les trucs pour coller sur l'actualité. Mais tu t'en fous de l'actualité. Mais non, parce que ça fait pas assez de vues. Donc il y a encore cet aspect. Vraiment, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on cherche avec notre chaîne, quoi. Si je devais reprendre par rapport à moi, sur, on va dire, l'année 2014, allez, on va dire au pif, sur l'année 2014, j'ai peut-être produit 90 vidéos. Sur les 90 vidéos, vous avez 15 vidéos qui sont des vidéos sur l'année même, c'est-à-dire sur des films de l'année même. Je suis sûr que lui, il peut faire la même chose. Qu'il monopolise ses connaissances, qu'il nous fasse des vlogs pour découvrir d'autres films, que forcément les films qui sortent. Les films qui sortent, c'est vraiment pour se faire du pognon. Hein. Vous m'avez compris, pour se faire des vues. Hein. Et moi aussi, je le fais, hein, parce que justement, je le vois, c'est indiscutable. Les statistiques le prouvent. Donc après, des gens qui basent leur chaîne uniquement sur ça... leur ambition est claire, j'ai envie de dire. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a une possibilité d'aller tellement plus loin. Là, son truc ça, sur les bases du cinéma, format de captation, c'était super ça. Mais pourquoi il le retire pour après le remanier dans une forme de critique de la pellicule? Mais c'est... voilà, bon, des choix. Moi, je comprends pas. Tu parles de décortiquer la mise en scène des réalisateurs en donnant... soit un avis positif ou négatif vis-à-vis d'eux, c'est comme chacun. Quand tu discutes devant un café ou devant une bière, pour moi ce sera devant un jus d'orange, d'un réalisateur, t'as les gens qui s'emballent complètement sur des réalisateurs et qui maudissent d'autres en face de la même personne qui pense le contraire. Et ça en vient exactement à dire un peu avec les arguments que sort Durandal lors de vidéos. En fait, je vois pas où est le problème. Et en même temps, c'est terriblement standard, quoi. Après, il le fait avec un montage qui est bien. Bon, après, l'humour, ça, c'est autre chose, hein. Après, tu me poses une question. Est-ce que l'orgueil puéril d'un peut-être futur cinéaste en devenir ou bien d'un éclairage salutaire pour un gars lambda qui se cantonnerait uniquement sur les acteurs et l'histoire? Bon, déjà, je pense pas que ce soit uniquement sur les acteurs et l'histoire. Il parle aussi beaucoup de la mise en scène. Après, bon, moi, j'en parle peut-être d'une autre façon parce que je fais des analyses de séquences, donc c'est beaucoup plus proche, mais ça manque d'un aspect global. Après, il peut pas faire 2 heures sur chaque film, hein, c'est vachement épuisant. Comme tu dis, peut-être futur cinéaste, il faudrait qu'il se bouge le cul, parce que là, je crois pas qu'il voudra être cinéaste à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est très dur, en fait, de se dire, et je le pense pour moi aussi, on n'est pas seul dans l'univers des intermittents. Hein. Il faut se bouger le cul, parce que sinon, il y a d'autres générations derrière nous, qui sont plus doués que nous encore, et qui vont nous voler toutes nos opportunités. Donc le mec, il reste dans son appart, je crois que c'est déjà fini pour lui. Hein. Je veux pas être dramatique, mais à moins qu'il ait une chance incroyable de tout d'un coup, hop, bam, tomber sur un truc, le mec il est déjà has-been. Hein. C'est après l'école, il faut y aller tout de suite, hein. Parce qu'après c'est mort. Hein. Je dis ça avec tout le sérieux du monde, hein, et je le pense aussi pour ma situation. On pourrait dire que, oui alors c'est le critique, c'est un cinéaste frustré. Dans son cas, je pense qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans. Encore une fois, je ne connais pas les tenants et aboutissants. J'ai jamais vraiment parlé de ça avec lui. Et bien sûr, lui, il choisit les questions quand il fait les FAQ. Il choisit les questions, donc c'est plus facile pour lui d'éviter ce genre de confrontation très violente. Toutes ces grandes leçons qu'il nous balance sur les films et tout ça,
ce qu'il est capable de les tenir, lui, quand il fait des films. Et au vu des courts-métrages qu'on a vus, c'est mal barré. Non, mais c'est ça. Osez me prouver le contraire. Pour terminer, sur ta première flopée de questions, j'ai vu la quasi-totalité de toutes ses vidéos depuis la création de sa chaîne. Moi, je regarde quand même ce qu'il fait, mais je le vois presque des fois comme un clown. Je veux dire, le Ave César. Mais c'est consternant ce qu'il a dit sur Ave César. C'est n'importe quoi. T'as les âneries monumentales qu'il dit. Il s'agit aussi d'absorber un certain nombre d'éléments du passé. Or, lui, le passé, bon, ça lui dit pas grand-chose. C'est un mec, je pense, qui va durer dans le temps. Parce que, bien sûr, on souhaite tous être un peu le Highlander, c'est-à-dire il ne peut qu'en rester qu'un. Donc on va savoir qui va craquer en premier. Déjà que moi, je vois 2-3 chaînes sur le cinéma qui ont fermé depuis que j'ai commencé. Enfin, des chaînes qui étaient intéressantes, qui ont fermé. Donc je me dis, moi, je suis bien parti pour être aussi une sorte de MacLeod. Tu te dis, est-ce que ces personnes vont durer? Et toi, tu te mets aussi dans l'optique de durer autant qu'eux. Moi, je me dis aussi que même si j'essaie de gagner ma vie, bon, c'est un peu difficile en ce moment, mais de gagner ma vie en tant qu'intermittent de spectacle, en tant que monteur, je pense que, mis à part qu'il y ait des catastrophes dans ma vie pas possibles, la chaîne restera là, et elle sera alimentée. Et que ça m'a fait très plaisir de faire certaines vidéos, de parler, et justement de discuter et de rencontrer des gens suite à ces vidéos. Donc je pense que c'est aussi son cas. Même si des fois on sent que ça l'énerve beaucoup, les retours très négatifs qu'il a. Et j'ai du mal à me projeter aussi dans son cas à lui. Parce que je n'ai pas 150 000 abonnés. Je n'ai pas 300 commentaires par vidéo. J'ai fait l'expérience de 300-400 commentaires sur une vidéo avec Crost. C'est très épuisant de tout lire et de tout écrire. C'est difficile de se projeter. Je n'ai qu'une partie de mon avis qui peut ressembler à de la vérité, ou en tout cas à une observation qui est juste concernant Durandal. Mais moi, je souhaite d'évoluer, et déjà, il a évolué. Regardez ses premiers vlogs et ses premiers J'ai raison et vous avez tort, et vous verrez déjà la différence. Elle est notable, vraiment. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui évolue, et c'est quelqu'un qui évolue dans le temps. C'est pas un truc comme ça et hop, tout d'un coup il va évoluer. Non, ça s'inscrit dans le temps. Et ça, c'est très important, et c'est là où il pourra éventuellement avoir le salut. Ensuite, tu as 2 questions. Tu me parles de Marcus Nispel qui a fait Massacre à la tronçonneuse, Pathfinder et Conan en 2011. La première de tes questions, que penses-tu de la mise en scène et des jeux de lumière, surtout de nuit, concernant ce réalisateur ? Bon, moi je suis pas étalonneur, donc c'est difficile pour moi de répondre à ces questions. Je me rappelle seulement que c'est un dégueulasse artificiel. C'est du dégueulasse clean, comme j'en parlais avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont recréé artificiellement du dégueulasse. Alors que la version de 76, si je me trompe pas, bien, elle était vraiment dégueulasse de base. Les couleurs chaudes, écrasantes, cramantes, tout ça est retravaillé artificiellement. Le travail, je le trouve très très bien. Après, je peux me projeter et dire des conneries. Si tu veux, je peux dire des conneries. Mais je voudrais pas dire des faussetés et des idioties par rapport au traitement colorimétrique et de lumière. Déjà parce que je l'ai pas revu depuis un bon moment. Je l'ai pas vu depuis au moins... je dirais 6-7 ans. Donc voilà, tu vois un peu le truc. Moi, j'en ai que des vagues souvenirs. Comme je l'avais dit dans une autre partie de FAQ, je vais pas me mettre à revoir tous les films dont vous me parlez en FAQ. Ça serait infernal, j'en sortirais jamais. Donc là, de souvenirs, c'était des lumières qui étaient très marquées. Je veux dire par là que les codes couleurs et lumière sont très appuyés aujourd'hui, je trouve, pour des ambiances. Après, je me posais même pas la question quand j'avais vu Massacre à la tronçonneuse. Et le Conan, je trouvais que c'était vraiment de la merde. Mais je crois que c'était aussi le scénario, parce que à ce niveau-là, t'as beau avoir une mise en scène élégante, si le film, on te propose que des dialogues pourris et des possibilités de mise en scène qui sont pas bonnes... T'as beau avoir une mise en scène élégante, l'enjeu n'est pas là, les personnages ne sont pas là, c'est pas intéressant quoi. Vois-tu dans ce réalisateur un yes man quelconque, ou bien un réalisateur ayant une patte visuelle bien à lui? Il faudrait lui laisser un petit peu plus de films à son actif. Moi j'avais beaucoup aimé Pathfinder, mais plus pour tout le travail sur les Vikings, pas forcément pour la mise en scène, pas forcément pour l'histoire. Je trouve que déjà les sujets sont très très différents et c'est pas évident de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. Tous les films qu'il a fait, dis-moi si je me trompe, mais ce sont à chaque fois des mises en scène de gros gabarits.
que ce soit Conan, mais je pense même pas à Conan dans le cadre du remake, mais des deux espèces de lieutenants, je crois qu'ils étaient deux, qui sont des montagnes de muscles. On dirait des orques, les gars avec des visages d'orques. C'était dingue, hein. Et ceux-là, je trouvais qu'ils étaient particulièrement bien mis en valeur. Ben justement, Massacre à la tronçonneuse, c'est Leatherface, il est massif. Et Pathfinder, j'étais très impressionné par les barbares parce que justement, c'était des gars qui avaient l'air de faire 3 mètres de haut et épais comme des armoires. Des corps qu'on ne peut pas arrêter. Et Vendredi 13, c'est ça. Ce sont des corps qu'on ne peut pas arrêter. Je crois qu'il y a cette idée-là, peut-être qui traverse son cinéma, mais ça, il faut voir des interviews, il faut voir comment il répond. Si tu me posais comme ça directement la question, Nispel, c'est un Yes Man ou non, je dirais Yes Man oui. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a vraiment démarqué son travail. Mis à part des reprises de passé. Conan, Massacre à la tronçonneuse... Je sais pas, pour moi c'est un réel comme un autre, il a pas un statut... Alors c'est dingue parce que toi tu fais une fixette dessus, et je trouve ça très très bien, parce que toi tu auras envie de débattre pour donner un peu d'importance à ce réalisateur, et je trouve ta démarche géniale, hein. Ensuite, dernière question, connais-tu ces 3 films catégorisés épouvante-horreur, avec une satire sociale qui enrichit leurs propos? The Descent, oui je l'ai vu. Hidden Lake, oui je l'ai vu. Et La Dernière Maison sur la gauche, non je ne l'ai pas vu. Ces films font plus avancer le cinéma de genre, ou bien restent-ils malgré tout des films de niche? Alors Hidden Lake et The Descent... Bah, ça reste la même chose, hein. Le cinéma d'horreur, c'est comme le cinéma de science-fiction, c'est pour parler de notre société, c'est pour parler de nous, c'est pas une trouvaille, hein. C'est vieux comme le monde, cette façon de faire le cinéma d'épouvante, d'horreur, donc je trouve qu'ils ont la tendance de faire exactement la même chose. C'est peut-être un peu plus osé sur l'histoire racontée, hein. Dans le premier cas, descente dans des cavernes, dans le deuxième cas, des enfants. Mais ça reste exactement la même chose, mais on joue un peu plus sur les codes. Parce que bien sûr, pour faire venir les gens en salle, il faut de l'originalité. On va pas te refaire un slasher avec un mec masqué, non. Donc il faut trouver d'autres choses. Donc on crée de nouvelles situations. On crée une nouvelle situation, un nouvel environnement. On a la constante et on a la variante. Ça, c'est les bases de scénario, hein. Pour moi, la constante dans The Descent, c'est un groupe de gens un peu plus jeunes quand même. La variante, c'est l'environnement et tout ce qui découle de cet environnement. Dans Hidden Lake, alors Hidden Lake, ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, je me rappelle pas de tout, mais la constante, c'est encore une fois couple jeune, environnement de nature, hein, je vous renvoie à des films aussi comme, je crois que c'est Les Proies, avec aussi des jeunes d'ailleurs maintenant que j'y pense. Voilà, et des gens qui sont un peu paumés, qui se perdent un peu dans la forêt. Et la variante, c'est la menace, ce sont ces jeunes, voilà. Mais le cinéma d'horreur a toujours eu un rapport satirique, un rapport social. Ces films sont complètement ancrés dans leur temps. C'est juste voilà la forme, le traitement qui est un peu différent, mais le propos reste un peu le même. Après bien sûr, un propos de film d'horreur des années 70 n'est plus le même quand on est dans les années 2000. Parce que notre société a évolué. Mais on continue de parler de la société. Donc pour moi, ils restent inscrits. Mais Hidden Lake et The Descent, ça reste des bons films, hein. C'est des films qui sortent un petit peu du lot parce que justement, ils essayent de un peu plus travailler les codes. Les variantes sont... Voilà. La constante est bien. Bon, elle est générique. Mais la variante est plus saisissante. Ça leur donne un petit peps supplémentaire par rapport aux autres films d'horreur qu'on voit régulièrement dans l'année. Après, l'autre film, je ne l'ai pas vu, La Dernière Maison sur la gauche, donc voilà, je ne peux pas en débattre. Je te remercie, le Damien du démon, là, Damien 666, pour toutes tes questions. Comme tu vois, j'ai quand même pris mon temps, malheureusement. J'espère que ça t'aura plu, et l'acharné du commentaire, hein, et je te souhaite bonne continuation. Voilà, cette 7e partie d'FAQ est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, mais évitez de poser de nouvelles questions, parce que je pense que la 8e partie, ce sera vraiment la dernière, mais elle durera aussi plus longtemps. Elle durera plus d'1 heure, je pense. Je terminerai toutes les questions, comme ça, à la chaîne, et après on pourra passer sur autre chose avec une critique que je dois commencer à préparer parce qu'elle est très longue. Et bien sûr il y aura un contenu, une analyse de séquence pour préparer Batman contre Superman que moi j'attends maintenant un peu plus. Il arrive très bientôt ce film.
Donc j'irai le voir bien entendu. Peut-être pas le jour de sa sortie parce que je voudrais le voir avec quelqu'un. Donc il faudra peut-être un petit peu attendre. Mais bien sûr j'irai le voir. Et après, il y aura plein d'autres choses qui se passeront sur la chaîne. Donc, restez connectés. Je voulais un peu me dépêcher pour cette FAQ et pas qu'elle traîne trop longtemps. Donc là, il y a les parties qui se sont enchaînées. J'espère que ça ne vous effraie pas. Après, si ça vous effraie, vous pouvez aller voir ailleurs. De toute façon, vous reviendrez quand il y aura un autre contenu. De toute façon, il n'y a pas de souci. Il suffit d'attendre. C'est pas comme si vous aviez besoin d'une petite picouse. J'espère que Cinefiles n'est pas votre drogue. Vous pourriez être déçu et demander un retour sur investissement. J'espère que ça vous aura plu cette FAQ. Encore une partie, ce sera terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous remercie de votre soutien. Ça me fait très plaisir. Quant à moi, je prévois plein de machins dans la limite de temps que je peux imposer à l'émission. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!